faire passer ce dossier en force depuis le début. Alors, pour mieux comprendre, il y a un certain monsieur Jean-Pierre Laborde qui, dans un article de La Croix, je crois, dit que les opposants n'ont pas apporté de preuves scientifiques sur le fait que ce projet n'était pas... Voilà. Alors, des preuves scientifiques, nous, on se demande qu'est-ce qu'il faut de plus que, par exemple, les rapports de l'INERIS. L'INERIS est un bureau d'études qui est sous l'égide du BRGM et du Géodéris. Ce sont donc les services de l'État, services experts de l'État, qui ont fini par établir ce qu'on appelle des cartes d'aléas, d'effondrement, enfin de risque d'aléas après les mines, et notamment les risques d'effondrement. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit sur votre carte, par exemple? Alors, sur la carte, qui a donc été produite en 2012 et validée en 2014, puis assortie d'un porté à connaissance en 2015 sur les risques après mine par les services de l'État, je tiens à le préciser, par les services de l'État, montre que contrairement au dire du Carrier depuis le début, eh bien on est sur une zone d'effondrement à risque majeur, voilà, qu'on appelle un effondrement en masse. C'est-à-dire quelques minutes, quelques secondes, tout s'écoule. Voilà. On voit que la carrière, oui, c'est ce qui est en rouge. C'est un risque fort d'effondrement. Et là, c'est où par rapport à là où on est? C'est par là-bas. Ok. Nous, on est où sur la carte? Nous, sur la carte, on fait les lunettes. On est au bord de la départementale. La départementale est ici. Voilà. On est quelque part vers là. Ok. Ici. Hein, puisque là, après, vous allez vers la casse auto. Voilà. Et là, c'est en face. C'est là-bas. Oui, Tout là-bas. okay. Voilà. Hein? Donc déjà, quand on dit qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, ou il n'y a pas, bon voilà, quand on dit qu'il y a des gens qui sont en train d'occuper les lieux en dessous, oui, c'est parce que rien n'est effondré. On y est descendu, ce monsieur Laborde d'ailleurs était descendu lui aussi avec nous. Donc maintenant, avant je ne citais pas son nom, mais puisqu'il est apparu dans un article comme ça, avec son nom et son prénom, je peux dire que vous êtes descendu dans les mines oui. Quand ça? Alors c'était en 2011, oui, c'était à l'initiative d'une association qui s'appelle Environnement Méditerranée, qui regroupe des spéléos et tout ça, et qui nous avait fait descendre, donc encadré par les spéléos, monsieur Durand et son équipe, et nous avait fait descendre des élus de Tourbe, nous, dans les mines, et on avait pu constater que rien n'est effondré, qu'il y a bien sûr de l'eau, que cette eau est potable, contrairement à ce que prétend le Carrier. Alors bien sûr, comme depuis des années elle n'a pas été exploitée, il y a certainement des dépôts et tout ça, donc dans un premier temps il faudra récupérer, enfin enlever les dépôts, la turbidité et tout, mais c'est de l'eau potable. D'autant que c'est la seule réserve sur le territoire du parc de la Sainte-Baume, qui est classée en enjeu stratégique dans le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. Ce n'est pas la commune de Mazogues qui l'a classé, c'est le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. Bon, alors, où ils ne sont pas experts, où ils sont experts, c'est les services de l'État, ça dépend de l'Europe. Il faudrait qu'on nous explique où il n'y a pas d'expertise sur la chose. Qu'est-ce que la mairie de Mazogues a fait du coup pour éviter que cette carrière se fasse, que le carrier s'installe? Ah ben, la mairie de Mazogues est partie en procès dès le premier mandat de M. Lavigogne, hein, Denis, vas-y. Oui, ancien maire. Donc quelle année maire de la J'ai été élu à partir de 2001 en tant que conseiller municipal, et à partir de 2008 jusqu'à 2020, maire de Mazogues. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour alors éviter que cette carrière je vous ai fait un petit se mémo, c'est vrai que je vais revenir un petit peu au départ, comme j'ai toujours dit jusqu'à maintenant, on n'est pas opposé au carrière. On est opposé à l'implantation de cette carrière. Je veux dire, quelque chose qui nous interpelle. Alors, le carrier, moi j'ai rien contre le carrier est là pour faire des choses. Qu'importe, je veux dire, les conséquences, il n'y a aucune considération, ni pour l'humain, ni pour le social. Mais par contre, pour qu'il ait été soutenu, surtout par les services de l'État, et notamment l'ADREAL. Alors moi, je me pose la question de savoir si l'ADREAL est un État dans l'État, si c'est, je veux dire, un électron libre, ou si elle est dirigée par quelqu'un.
parce qu'on a eu l'occasion de se rendre compte, comme M. Larmusier le disait, quand M. Laborde se permet de faire des réflexions sans avoir connaissance du dossier, apparemment. N'oublions pas que M. Laborde aussi a dit que s'il avait inscrit le dossier dès le départ, ce dossier serait de façon commission de carrière. Alors, ça c'est vrai que il y a eu pas mal de petites irrégularités, moi, que j'ai relevées. Il y a eu sur l'enquête publique. Sur l'enquête publique de 2009, on a commencé à se battre avec le relais associatif, les universitaires, les scientifiques et tout. Et là, le pompon, c'est que lorsque le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions de l'enquête publique, M. Rémuchet, il a dit malgré la quasi-unanimité des avis défavorables, il a un avis favorable. Alors, je veux dire, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir un truc. Donc ça, c'est la première irrégularité que nous avons constatée. La commission des carrières. Là, je vois, tout ça, c'est toutes les irrégularités que vous avez constatées. Voilà. Combien de pages? Il y a 9 irrégularités. Donc vous ne pouviez pas les dénoncer? On les a dénoncés, Ouais. on les a tous dénoncés, parce que, bon, comme je vous ai dit, déjà, je veux dire, le commissaire enquêteur, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une pétition qui a été lancée par la commune, on a reçu à peu près 5000 signatures. 5000 signatures, tout le monde était opposé, c'est-à-dire tous les maires du canton, députés, Le département, la région. Oui, le syndicat de préfiguration du parc naturel régional de la Sainte-Baume, le conseil régional, le conseil départemental, les députés, les sénateurs. Tout le monde était à nos côtés pour dénoncer, je veux dire, ce projet de carrière. Donc ça, c'est la première. La deuxième irrégularité, c'est lorsque a eu lieu en 2020, c'est-à-dire le 30 novembre 2020, la commission de carrière, qu'on appelle également la commission des paysages, de la nature et des sites. En 2010. 2010. 30 novembre 2010. Oui, 2010. 2020. Ah pardon, oui, non, 2010. 2010. 2010, pardon. Alors là, deuxième irrégularité, donc il y en a plusieurs, siégeait à cette commission un fameux M. Estève. Qui, M. Estève, fait partie de la commission permanente des carrières, au titre d'une association environnementale. Mais ce M. Estève a rendu un rapport à M. Audemars dans le cadre du projet de carrière. Alors, où est l'impartialité, où est l'honnêteté, où est la responsabilité de M. Estève? Il n'y en a aucune. Sachant qu'il aurait très bien pu se retirer de la commission et mettre à sa place sa suppléante qui nous était plus favorable que lui. Ils ne l'ont pas fait. C'est nous, lors de la commission de carrière, nous avons dénoncé auprès du sous-préfet, président de la commission, de façon à ce qu'il se retire du vote. Le résultat du vote, 6 pour la carrière, 5 contre la carrière. 2 abstentions. La Chambre d'agriculture et le président de la commission de la carrière, qui est M. le sous-préfet de Maillot, personnage très responsable, qui a dit je ne peux pas prendre un avis sur un dossier aussi chaud. J'ai averti le préfet de région, le préfet du département, de prendre toutes les précautions utiles avant de signer un arrêté préfectoral d'exploitation de carrière. Ça, c'est une anomalie, je veux dire, majeure. Parce que si, je veux dire, M. Estève, naturellement, il n'a pas participé au vote, mais ça fait une voix de moins. Faites le calcul, 6 pour 5 contre, si on avait une voix de plus, peut-être que les abstentionnistes se seraient décidés. Ça, c'est les... Donc, pour moi, le vote a été faussé. Ça, c'est... On a dénoncé tout ça. Ensuite, les autres irrégularités. Je peux les voir? En fait, tu vas lui laisser le dossier. Tu l'as fait. Oui, je vais vous laisser le dossier, tu vois. L'autre irrégularité, c'est pas tellement une irrégularité, je veux dire, c'est une décision politique. C'est la signature de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation le 29 juin 2012. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, c'était l'élection présidentielle. M. Hollande a été élu et le préfet du département de l'Est, il devait prendre la décision. Et puis il avait à 9 reprises prorogé le dossier. 9 reprises, c'est pas innocent. Ça fait à peu près 5 mois, je veux dire, par prorogation. Faites le calcul, le début du dossier 2008, signature de l'arrêté préfectoral 2012. 4 ans de prorogation. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une certaine fébrilité des services de l'État, sachant que le dossier n'était pas bien ficelé. Donc, monsieur le préfet du Var, M. Mornier, qui a pris la décision, je dis, il n'était pas de sensibilité de gauche. À mon avis et pour moi, c'est même un avis personnel, on lui a tenu hostile.
29 juin, en lui disant voilà, vous signez là et vous avez une place d'Avril. La place d'Avril, il suffit de faire une perspective un petit peu. N'oublions pas que M. Maurier, après avoir quitté le département du Var, a été directeur de cabinet à Annecy, avant d'être directeur de cabinet de M. Strauzy, à la région PACA, au conseil régional. Sachant que M. Strauzy, aussi, il ne faut pas avoir peur des mots, est un intime de M. Donat. Donc, il y a peut-être une relation de cause à effet. D'autant que, excusez-moi, je te coupe, mais le préfet Maurier avait engagé le processus des cartes d'aléas 15 jours avant de signer l'autorisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu le résultat des cartes d'aléas qui allait prouver qu'effectivement les mines n'étaient pas effondrées pour donner l'autorisation. Et quelques temps après, comme a dit Denis, on le trouve. Bon, alors, on émet des suppositions, mais ça fait beaucoup de choses qui pour nous paraissent un peu bizarres. Donc en septembre 2012, concours contre l'arrêté préfectoral, aussi. Décembre 2012, comme le disait Alain, le rapport annuel Géodiris signale, c'est un site, un établissement public, je veux dire, donc, sous le contrôle de l'État, signale que la carte des aléas est réalisée. Réalisée, mais je ne veux pas dire communiquée. Donc ça aussi, vous n'aviez pas accès à la carte de l'aléa des aléas alors qu'on était en pleine élaboration du PLU et que les services de l'État auraient dû déjà nous informer de ces choses-là, puisque ça a des incidences sur le PLU. Oui. Mais la réponse était que les cartes n'étaient pas finalisées, qu'elles n'étaient pas encore assorties d'un porté à connaissance, donc pas opposable au tiers. Mais quand est-ce que vous les avez eues? Alors, on les a eus après 2 ans de lutte de la part de Denis, par un réseau personnel qui nous a permis de rentrer en contact avec la directrice de l'époque de la DREAL PACA, et qui nous a donné un rendez-vous en off. Hein, auquel rendez-vous en off se sont quand même pointés les services de la DREAL PACA qui étaient en dessous, et où elle a réalisé que depuis 2 ans, donc de 2012 à 2014, les cartes étaient réalisées, mais qu'on ne nous les communiquait pas. Elle s'était engagée à nous les communiquer, on les a eues en décembre 2014. Voilà. Mais elle n'était toujours pas assortie de ce fameux porté à connaissance, voilà, les rendant pas encore opposables au tiers. Mais nous, ça nous permettait de commencer à les intégrer dans le projet de PLU. Voilà. Donc ça n'a pas été simple. La fameuse résistance de la DREAL. On a été opposés, je veux dire, la DREAL, c'est pas un ennemi, hein. C'est un service de l'État, mais je vous dis, savoir où il se trouve, où il se positionne. Il ne faut pas oublier que c'est l'ancienne DDE, quoi. L'école des mines et tout, c'est quelque chose d'assez important, assez puissant. Donc résistance d'ADL, donc on est quand même passé en force, comme l'a dit justement Alain, par des réseaux politiques. On a pu avoir une réunion avec la directrice régionale PACA, et là on a vu justement déboucher une personne qui n'était pas invitée, M. Bussière, je n'ai pas peur de le nommer, responsable du service de l'ADL, s'est proprement invité à la réunion avec Mme Olivier. 2014, donc réception de la carte des aléas. On aurait dû filmer cet échange. De porter à connaissance sur une valeur réglementaire. Là, on a eu communication. Décembre 2015, communication là des portés à connaissance, mais qui avait été datée du 30 mars 2015. Là qu'on les a reçus en décembre, daté du mois de mars. Vous allez voir la petite relation. C'est qu'au mois d'avril est passée la décision du tribunal administratif, qui a annulé l'arrêté préfectoral. Donc, on nous a communiqué qu'au mois de décembre, peut-être pensant que relation de cause à effet. On nous donnait un élément de moins dans notre défense du territoire et de l'environnement. Donc, c'est ce que je dis, la communication des aléas en décembre 2015, mais datée de 2015, de mars 2015, peut-être une manipulation d'Adréal. Mais j'en suis persuadé. Car le tribunal administratif a toujours annulé l'arrêté préfectoral le 17 avril 2015. Ensuite, 29 septembre 2017, 13 octobre 2017. Alors là, on atteint les sommets, c'est la cour administrative d'appel de Marseille. Parce que naturellement, qui a fait recours contre l'arrêté, contre la décision du tribunal administratif de Toulon? Parce qu'en première instance, le tribunal administratif de Toulon a donné raison à la commune et à l'association Environnement Méditerranée sur le dossier. Donc, quelque part, on avait gagné. Alors, on avait gagné, donc il y a eu appel, c'est normal. Tout le monde a le droit de faire appel, même contre un permis ou quoi que ce soit. Donc, appel a été fait par le carrier, mais principalement aussi
par Madame Delphine Batho, ministre de l'Environnement, qui est censée normalement défendre, je veux dire, l'environnement. C'est elle qui a fait le... Elle était ministre de l'Environnement à ce moment-là? Oui, oui, elle était ministre de l'Environnement. Donc, c'est elle À qui ce a fait- moment-là, elle n'était pas avocate? Non, 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 non. Elle était ministre de l'Environnement. Donc là, comme dans toute action, je veux dire, juridique, vous savez qu'il y a un rapporteur public qui prend, non pas une décision, mais qui émet un avis qu'il rend, je veux dire, au président de la Cour d'appel administrative de Marseille. Et le rapporteur public avait demandé de maintenir la décision du tribunal administratif. C'est-à-dire de maintenir la décision, la suspension, je veux dire, l'annulation de l'arrêté préfectoral. Bien souvent, je veux dire, ces décisions-là sont prises, je veux dire, par le président de la séance à 99,9%. Là, je veux dire, de l'avis de notre avocat qui était tout à fait confiant, lorsque je dirais pour moi, la sentence est intervenue le 13 octobre, la décision était complètement inversée. Il avait donné entièrement raison au carré. 27 pages ou 28 pages de jugement, 88 conciliés. C'est-à-dire que tout avait été bouclé. Tout avait été formalisé bien avant la séance du tribunal. Donc là aussi, il faut m'expliquer un petit peu, je veux dire, l'impartialité, je veux dire, des juges. Oui, mais avec des propos, excuse-moi, je te coupe encore, hein, mais avec des propos dans ce rendu qui disent, bon, par exemple, parce qu'on va parler d'un troisième aspect, tout à l'heure on a parlé des aspects scientifiques sur les effondrements, hein, les risques d'effondrement, sur l'eau potable, mais il y a un troisième point aussi qu'on occulte depuis le début, parce qu'on nous dit il n'y a pas d'enjeu habitation, oui, mais les enjeux environnementaux, c'est les risques d'effondrement, c'est le surdanger avec Titan Nobel, il faudra y revenir aussi, c'est l'eau, mais c'est aussi la destruction d'habitats et d'espèces protégées sans dérogation. Voilà. Parce que quand un ICPE se monte et tout, s'il y a des risques de destruction d'habitats et d'espèces, il faut passer devant une commission qui dit, bon, est-ce qu'on peut éviter ? Bon, peut-être pas éviter, est-ce qu'on peut réduire? Et sinon, il faut compenser. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faudra une dérogation de destruction d'habitat et d'espèces. Depuis le début, depuis 2008, avant le dépôt du Carrier, et y compris à la demande du Carrier, on sait qu'il y a des espèces protégées, au même titre que le loup, l'ours, etc., par un article de loi d'avril 2007, hein, qui protège tous les mammifères, et parmi ces mammifères, il y a les chauves-souris, qui bien sûr sont présentes. Voilà. Il y a d'autres espèces, mais les plus emblématiques sont les chauves-souris. Il y a au moins 8 espèces de chauves-souris qui... Voilà. Ça a été corroboré par des inventaires Natura 2000. Alors chaque fois on nous dit oui mais c'est venu après. Oui mais sauf qu'on savait avant. On savait mais il n'y avait pas le document qui officialisait. Parce que chaque fois on repousse, hein, en disant voilà. Mais on le savait. Donc on sait, mais comme il n'y a pas le papier, on ne sait pas. Voilà. Mais les choses, il n'y a jamais eu, et il n'y a toujours pas de dérogation de destruction d'habitat et d'espèces. Voilà. Donc, pour terminer, le 17 mai 2018... Alors oui, simplement, je voulais dire, dans l'attendu de la Cour d'appel, ils disent, oui, effectivement, il y a des manques, enfin bon, on constate ce qu'avait soulevé le tribunal de Toulon, mais il n'y a pas lieu d'empêcher le déroulement du projet. Voilà. On sait qu'il y a des problèmes, mais il n'y a pas lieu de... Voilà, c'est ça qui est fabuleux, quoi, dans des rendus de justice. Et le Conseil d'État n'a pas voulu prendre en compte aussi que dans ce rendu, on parle de risques, etc., mais on ne parle pas de l'étude de danger, notamment voilà, sur les risques d'effondrement, tout ça. Ça, c'est pas pris en compte. Le porter à connaissance. Eh bien, le Conseil d'État n'a même pas voulu prendre ça en compte. Donc on nous dit, circuler, il n'y a rien à voir. On sait qu'il y a du danger, mais circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Très important, cette phase de nos interventions au mois de mai 2018, hein, où M. Nicolas Hugo était venu aux Arcs en Provence pour parler un peu de la politique gouvernementale. Je l'ai interpellé publiquement, et là aussi il a fallu faire preuve de beaucoup de courage, parce que le préfet nous a interdit de parler. Donc j'ai interpellé le ministre Nicolas Hulot, le ministre d'État. Premièrement, il n'était pas au courant du dossier, hein, qui a été normalement relayé par notre députée Mme Gonès-Bassac.
Il était un peu Qui mal. avait porté le dossier en même temps. Qui avait porté personnellement le dossier. Bon, il nous a mis en contact avec Mme Rubinstein, sa directrice de cabinet, et ce qui a provoqué, je dirais, un rendez-vous avec Denis Voisin, le conseiller particulier de M. Hulot, au ministère. Mais bon, on est allé au ministère, on a présenté notre dossier qui a été reconnu très bien rendu. Malheureusement, 15 jours après, M. Hulot a démissionné. 8 jours. 8 jours après. On a renouvelé. C'est de votre faute du coup. Oui, c'est ma faute. Oui, voilà, c'est ça. On a renouvelé, je veux dire, l'expérience avec M. de Rugy, avant une intoxication de homard. Et là, on a eu rendez-vous avec M. Jourgeon, qui est son conseiller particulier aussi en matière environnementale, et quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on attendait dans la salle d'introduction de voir 2 personnages arriver qui étaient les directeurs nationaux de la prévention des risques. Donc, je veux dire, il y avait on sent quand même que le dossier est sensible. Donc, tout ça, je veux dire, ça n'a pas abouti. On nous a dit que le dossier était très bien fait. On avait demandé, je veux dire, des mesures complémentaires, c'est ça, là? Oui, on avait demandé des mesures complémentaires sur l'eau que nous avons produites. Donc, on était monté au mois de juillet, il fallait les rendre au mois d'août. Donc, on a des préconisations complémentaires. Ça n'annule pas une autorisation d'exploitation, mais ça renforce les précautions, etc. Ça les renforçait certainement tellement que ça risquait d'être compliqué pour le carrier de continuer. Voilà. Mais là aussi, on nous a renvoyé vers le sous-préfet de Brignoles de l'époque, qui lui a renvoyé le dossier à l'Adréal, donc on retombe chez M. Laborde et compagnie, là, c'était comme ça, et depuis, silence radio. Voilà. Donc, et puis, entre-temps, monsieur, comment il s'appelle, Hulot, est parti. Voilà, donc, et quand ils partent avec leur dossier apparemment, donc c'est pas suivi, donc il faut que les autres recommencent. Enfin, bon, pour terminer le 19 juillet 2019, quand on veut pas, on veut pas. j'ai pris un arrêté municipal interdisant sur le territoire de la commune toute activité de nature à porter atteinte aux eaux souterraines. Comme le maire de Languette, sur les pesticides, j'avais pris exactement le même arrêté qui a été retoqué par une ordonnance de référé par le tribunal. Vous n'avez pas tellement envie de dire de lâcher la bride un peu sur ce côté. Donc, je pense, moi, qu'au vu de tout ce qu'on a dit, il y a quand même quelques irrégularités majeures, notamment en matière de principe de précaution. N'oublions pas que la Charte de l'environnement a été inscrite par la Constitution au mois de mars 2005, où on parle vraiment de l'humain, nous sommes en plein dedans, la protection de l'humain. La mise en danger de vie d'autrui, l'article 223.1 et 223.2 du Code pénal, et le Code de l'environnement, l'article 411.1 du Code de l'environnement qui protège les espèces animales, les habitats. Alors moi j'aimerais bien qu'on me réponde à la question que je ne fais que poser. Qui prendra la responsabilité d'interdire ce projet sur la commune de Madol? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de l'interdire? Je ne pense pas. Alors je reviens, comme je le disais en préambule, qui commande? Est-ce que c'est le Réal? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est l'État? Voilà. Est-ce qu'il y a encore une chance que le projet de carrière ne se fasse pas? Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que je me félicite, je veux dire que des gens tels que Madame ici représente, je veux dire, c'est responsable, c'est dans le cadre, je veux dire, de l'humanité, je veux dire, elle remplit son rôle tout à fait. Moi, je voudrais revenir à l'empilement des cartes. Là. Donc là, vous avez les effondrements, les risques d'effondrement. Voilà. Ensuite, là, vous avez le fait que l'eau, l'implantation sur l'impluvium, l'eau classée en enjeu stratégique. Voilà. Bon, donc ça, c'est deuxième aspect. Donc avec des photos, ça c'est Environnement Méditerranée qui nous les a donnés et tout, avec des plans, des réseaux qui sont encore en place. Et vous voyez là la descente où on est allé. Donc ça c'était un élu de Tourbe, ça c'était une conseillère de Mazog, etc. Ça c'était une de la région. Bon, enfin, voilà. C'est là où sont les occupants? Non, pas celle-là. Non, c'est peut-être pas ça cet y endroit-là, ressemble mais... un peu, c'est des tout galeries comme ça, un peu comme ça, voilà. Mais c'est après, tout comme ça, pas... donc voilà, c'est pas effondré, quoi, contrairement à ce que... Il y a un autre problème aussi qui est quand même à évoquer, parce que moi je vous ai fait aussi un mémo qui remonte aux années 90, parce qu'il y a des choses aussi qui sont bien antérieures, où on savait que
mais où on n'a pas fait. Bon, et où on sait, alors moi, je vous ai fait un extrait d'un rapport de la DREAL-PACA et de la DTM, si c'est pas encore un, où un commissaire enquêteur dit que, sur un deuxième point, eh ben, une prochaine mise à jour de l'étude de danger de Titanobel fera apparaître les problèmes. Quels problèmes ? Il y a un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques, puisque nous avons un site Céveso2, type AZF, seuil haut, avec fabrication d'explosifs, et ça pètera comme à Beyrouth. Bon, ça pourrait péter. Effectivement, des études ont été faites sur l'effet cinétique. Si jamais un silo venait à exploser, bon, il y a l'effet vers le haut, et puis il y a l'effet à l'horizontale, et trucs comme ça. Mais quid de l'effet sur le sous-sol ? Sachant que Titanobel est ici entre deux patates oranges de risque d'effondrement. Alors, c'est orange, c'est pas rouge, donc le risque est moins immédiat. Mais si vous cumulez des tirs de mine à 600 mètres, voilà, on est à 500 sur le rapport, il y a marqué ou même. 500 ou 600 mètres, bon, mais à 100 mètres près, je veux dire, on ne va pas chipoter. C'est que, bon, qu'est-ce qui va se passer sur les sous-sols, Déjà, naturellement, il y a des risques d'effondrement. Naturellement. Bon. Si en plus on vient de tirer des trucs comme ça, on rajoute sur le naturel. Et si un jour il y a un silo comme ça qui venait à péter, qu'est-ce que ça ferait sur les sous-sols ? Par rapport à l'eau, l'eau potable, c'est la santé humaine, etc. etc. Donc, bon, eh bien, depuis, l'étude de danger n'a toujours pas pris en compte ça. Et ça n'apparaît pas même dans le rendu de la Cour d'appel. Et le Conseil d'État n'a pas voulu le prendre en compte. Moi, je pensais que c'était un élément de droit et de circonstances nouveau, puisqu'il faut utiliser les termes juridiques, qui aurait permis de partir au Conseil d'État. Même pas on examine le dossier. Bon. Or ça, c'est pas depuis 2008 et pas depuis le Carrier. C'est depuis le transfert de titanite qui était à Evenos en pleine zone de population sur Mazog. Voilà. Bon, depuis le début, on ne veut pas étudier qu'est-ce qui se passerait si, voilà, soit par une explosion. Et là, on vient mettre des mines qui vont faire bouger les sols. Qu'est-ce qui va se passer si, alors là, ça ne sera plus l'explosion, mais qu'est-ce qui va se passer si ça s'effondre du côté de Titanobel, qui est judicieusement posé sur l'endroit qui est ni en rouge, ni comme ça, qui est en blanc, mais entre deux patates oranges. Si ça vient à s'effondrer, bon, les limites sur une carte et les limites sur le terrain, c'est deux choses différentes. Bon, un silo se fissure. Que deviennent les produits qui sont dedans ? Ben, ils vont où? On est sur ce qu'on appelle des lapias, c'est des cartes, c'est des fractures, des trucs comme ça. Tout ce qui ruisselle, les trucs comme ça, c'est ce qui alimente en partie l'eau qui est dessous. Bon, eh ben, je vous laisse réfléchir. Ces produits, ces billes, ce sont des billes aussi, il y a des trucs comme ça, c'est des nitrates de je ne sais plus trop quoi, ça va dans l'eau. Voilà, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'on se pose des problèmes par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il faut interdire, je dis qu'il faut se poser les problèmes et savoir est-ce qu'on a toutes les garanties que ça n'aille pas dans... Voilà. Donc ça, on ne veut pas en parler. Voilà. Pour les chauves-souris, revenons aux chauves-souris. Bon, il n'y a pas de... Mais tout est prévu, on ne va pas tirer vers elles. D'abord, elle serait que dans le conseil départemental. Au début, c'est ce qu'on nous disait, à 200 mètres. Chez les voisins, mais pas chez nous. C'est faux, parce qu'il y a une entrée ici. Alors ça, c'est nous, c'est l'atlas de biodiversité communale que j'ai fait réaliser en lien avec le parc et tout, que j'ai fait réaliser, que la commune a fait réaliser comme ça, mais enfin j'étais au pilotage de la chose, et qui a été corroboré par les inventaires Natura 2000, qui fait apparaître qu'il y a des chauves-souris qui sont là. Nous, on a pu faire apparaître que ces chauves-souris, elles rentrent dans les mines là. Elles ne savent pas qu'il y a des limites administratives. C'est idiot, une chauve-souris, ça ne réfléchit pas. Donc elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle reste dans le conseil départemental et pas qu'elle vienne chez Titanobel et chez le Carrier. Bon, ça, elles ne savent pas. Mais le Carrier, lui, il sait qu'elles vont être obéissantes et qu'elles ne vont pas circuler là-dedans. Donc il ne va pas tirer d'abord vers elles, il va tirer dans un autre côté. Et puis il ne va pas commencer du côté du département, il va commencer de l'autre côté. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aura destruction, ou en tout cas les espèces partiront, etc. Donc il y a atteinte réelle
Voilà. Bon, depuis le début, ce n'est que des mensonges. Ce n'est que de dire non, non, il n'y a pas d'enjeu, non, il n'y a pas ça. Non, les chauves-souris, elles ne sont pas chez nous. Si, elles sont chez vous. Oui, oui, maintenant, voilà. Ah oui, mais ça, on ne le savait pas avant. Ah oui, on ne le savait pas avant, mais en 2008, le groupe des chiroptères de Provence, à la demande du Carrier, avait fait une étude et avait dit, bon, écoutez, il y a du danger, nous on n'est pas allé plus loin parce qu'il y a des risques pour les naturalistes, on n'est pas là pour y laisser la peau, les trucs comme ça. Il y a les chauves-souris, là où on est allé. Après, il y a des galeries qui traversent et des trucs comme ça. Alors, on vous signale que des chauves-souris, ça, c'est pas s'arrêter, des trucs comme ça. Et il faudrait mener des investigations plus approfondies. C'est là que les services de l'État auraient dû rentrer en jeu. Le fameux office français maintenant de la biodiversité, que nous avons interpellé avec le parc juste avant que nous rendions nos mandats, puisque nous, on ne s'est pas représentés. C'était donc en juin 2020, on les a interpellés. Il y a une commission qui est venue pour attester qu'il y avait bien destruction d'habitats et d'espèces avec déjà le défrichement et trucs comme ça. Et voilà. Donc l'OFB aurait dû interpeller l'Adréal. Je crois que ça a été fait puisque j'ai cru comprendre que c'est remonté au parquet et que le procureur a délégué une instruction ou comme ça pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Donc on est en train de se dire, mais après coup. Mais déjà en 2008, on leur dit attention, il y a les chauves-souris, elles sont idiotes. Et malgré tout, comment est-ce qu'on fait maintenant pour que ce projet de carrière moi j'ose espérer que si l'instruction est menée réellement comme il faut cette fois, et non pas en se couchant devant les décisions de l'Adréal. Parce que depuis le début, moi, pour avoir fréquenté, je suis naturaliste et je fréquente le milieu de l'Adréal Environnement et des trucs comme ça depuis le début, je dis que l'Adréal Environnement a toujours reçu des ordres pour se coucher. Mais ça, ce sont des choses que l'on sait par les bruits du couloir, par des connaissances, etc., mais qui ne seront jamais officialisées. Encore que, en 2012, il y avait un agent de l'ex-ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui était venu constater sur un premier défrichement qu'il y avait destruction sans autorisation, etc. Il était venu nous voir, et Denis, je te laisse raconter la suite. Oui, mais il était